Écoutez, par rapport effectivement à l'ensemble des pays du monde, la Suisse est parmi les pays les plus représentés en termes de taux de suicide chez les jeunes. Par contre, dans le cas des tentatives de suicide, il est assez difficile de savoir combien de jeunes commettent des tentatives de suicide. Et dans la mesure où ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre d'entre elles passent inaperçues. On a tendance des fois à identifier un accident de la circulation comme étant un accident de la circulation, alors que peut-être il s'agit d'une tentative de suicide dissimulée. Alors bon, les chiffres, c'est assez stable depuis, je dirais, 10-15 ans. C'est relativement stable. Il y a eu un gros pic, bon là je parle de tous les âges confondus, hein, mais il y a eu un gros pic dans les années 70, 80, et puis à ce moment-là, il y a commencé à y avoir une baisse. Donc voilà, en gros. Mais après, les causes profondes, voilà, dans une société, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer les chiffres, mais voilà, ça reste des chiffres qui sont difficiles à expliquer. En Italie, le suicide est encore plus tabou qu'ici, et il y a beaucoup d'accidents et de décès, enfin beaucoup de suicides qui sont classés dans les accidents et dans les autres causes de décès, par exemple. C'est dans des communautés très religieuses et très restées sur une certaine vision de la religion et de la mort et du suicide. C'est sûr que le suicide est extrêmement mal vu et qu'on fait tout pour dire que la personne est morte d'une autre façon. Ce qu'on reproche parfois à l'Église, mais on devrait plutôt lui créditer cela comme une bonne chose, le fait de ne pas enterrer les suicidés à l'Église, c'était au fond faire peser une terrible menace, la menace de peut-être de ne pas être sauvé, des choses comme cela. Mais cette menace, elle avait pour but de dire aux survivants, ne vous suicidez pas. C'était ça l'idée au fond. C'était pas pour rajouter de la peine à la famille, même si cet effet arrivait aussi, mais c'était pour dire à tout le monde, prenez garde, ne faites surtout pas ça. Tout péché peut être pardonné, mais le suicide, eh bien voilà, au fond, il vous confisque le temps possible du pardon. Alors, heureusement qu'on en est revenu de tout cela, bien sûr. Chaque suicide est unique et différent. Donc, pour chaque jeune ou chaque personne qui fait une tentative de suicide ou qui décède par suicide, il y a X nombre de raisons et de causes et de facteurs et de problèmes dans son environnement, dans sa situation, qui ont mené à la crise suicidaire ou au suicide. Donc ça, c'est déjà un fait qu'il ne faut vraiment pas oublier. C'est vraiment une thématique qu'on ne peut pas généraliser et diminuer à une ou deux ou même trois raisons générales pour tout le monde, parce que c'est pas possible, c'est différent chez chaque personne. Bon, la période de l'adolescence est caractérisée par le fait que le jeune est en quête identitaire, donc est en définition aussi de ce qui va le singulariser. Et dans cette période de transition que représente la question, la période d'adolescence, ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre est encore assez flottant. Hein. Et d'ailleurs, pour ça, que ce qui caractérise souvent l'adolescence, c'est d'avoir le sentiment qu'on l'abandonne dès qu'on le laisse seul, mais qu'on l'intruse dès qu'on l'accompagne. Hein. Donc on est sur une tranche d'ouverture qui est assez complexe. Le jeune, pour s'étayer dans cette période de transition, sachant qu'il essaye de se détacher de la famille parce il doit s'acheminer vers construire son propre parcours, investit beaucoup le groupe des pairs. Hein. Et par conséquent, le groupe est un lieu de réassurance, de ressources, de confrontation, de modèle aussi. C'est le fameux effet Werther, hein, du roman de Goethe, où le héros se suicide et, paraît-il, à la suite de la lecture de ce roman, il y aurait eu une vague de suicides dans cette jeunesse, disons, romantique, Sturm und Drang. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, autrefois, non seulement dans l'Église, mais dans les médias aussi, on évitait simplement d'indiquer les suicides. On l'évitait parce qu'on ne voulait pas, au fond, faire apparaître le suicide comme une chose quasiment normale, presque banale, qui pourrait donner des idées à des gens fragilisés. Car, au fond, des idées suicidaires peuvent traverser l'esprit de n'importe qui.
C'est pas un choix chez le jeune de 15 ans qui a une vie qui sait plus comment gérer parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne ou qu'il n'y a plus rien qu'il arrive à tenir dans ses mains. C'est pas non plus un choix pour la personne âgée qui est malade ou pas, qui se retrouve seule chez elle parce qu'elle n'a plus d'utilité, parce qu'elle n'a plus forcément de famille régulière qui vient la voir, parce qu'elle n'a plus de perspective. Et à ce moment-là, qui choisit, qui décide de mourir et de se suicider, c'est pas non plus un vrai choix. Quand on a l'impression que la vie n'en vaut plus la peine et qu'on se trouve coincé, on peut dire que le suicide est vraiment un choix, mais c'est la seule apparente issue qui reste à celui qui estime ne plus avoir de choix du tout et donc qui s'en va. Alors cette banalisation chez nous, elle est très, très dangereuse. D'abord le fait de l'existence des sociétés d'aide au suicide qui ont pignon sur rue, qui ont des sites sur internet, qui font, même sans le faire directement, mais qui font une publicité pour le suicide, en récupérant le slogan inattaquable de mourir dans la dignité. Qui ne rêve pas de vivre et de mourir dans la dignité? Alors ils nous font croire que c'est en se suicidant qu'on mourra dans la dignité. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose la question de la banalisation. Ouais. Parce que, voilà, surtout là, ces derniers temps, il y a eu les votations populaires dans le canton de Vaud, dans le canton de Zurich, voilà, il y a eu beaucoup de choses. On en parle beaucoup, c'est un sujet qui est extrêmement traité dans les médias, avec des opinions de tous les bords, ce qui est tant mieux, je dirais. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on a un peu remarqué. On voit qu'il y a une opinion générale qui se tend naturellement pour le droit à la mort et pour l'assistance au suicide. Dans un cas précis, on parle beaucoup de dignité humaine, on parle beaucoup de chacun a le droit de choisir sa propre mort. Nous, on se pose quand même un peu la question de cette banalisation parce qu'on sait que dans la plupart des cas, et je pense que le suicide des personnes âgées n'y échappe pas, le suicide, c'est pas un choix. On ne choisit pas de mourir. On souhaite arrêter une souffrance. En plus de cette publicité au grand jour de ces organisations, se greffe la médiatisation. Quand on a une émission de grande écoute ou de grand regard de la télévision ou de la radio, télévision suisse, qui filme ou qui donne la parole abondamment à ceux qui défendent ces organisations, qui filment un suicide assisté sans grand sens critique, eh bien, ces émissions sont entendues, regardées aussi par des jeunes, même par des enfants, n'est-ce pas? Et petit à petit pénètre l'idée qu'au fond, c'est vrai, le suicide est un moyen presque comme un autre pour échapper aux difficultés de la vie. L'année dernière, sauf erreur, il y a eu précisément une de ces émissions de la télévision suisse qui avait filmé un suicide chez Dignitas sur un ton léger, presque joyeux. C'était une personne qui ne souffrait pas particulièrement, mais qui avait décidé de fêter comme ça son anniversaire, une Française, venue en Suisse chez Dignitas pour se suicider. Et à peu près à l'époque où cette émission a été diffusée, dans un des lycées-collèges de Sion, il y a eu un suicide de jeunes, et donc les camarades ont été extrêmement choqués, d'abord du suicide, mais ensuite aussi d'une émission qui, sans le dire, donne quand même à voir que le suicide, c'est pas si grave. On sait que le suicide en Suisse, le suicide des jeunes est une des causes principales de décès des jeunes, donc c'est quand même un problème très actuel, très présent, et qu'il y a peu de moyens qui sont mis aux Suisses dans la prévention du suicide. Alors effectivement, comme disait mon collègue, peut-être par peur de mimétisme, si on en parle, ça va donner des idées. Il y a cette peur qui est assez présente dans les institutions. Mais on peut aussi se poser la question, s'il y a si peu d'argent qui est mis dans la prévention, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi autant de suicides. Donc je pense que la prévention, elle peut être faite, et c'est aussi une partie de choses qu'on peut faire en groupe de jeunes, ou en groupe de cadets, en parlant pas forcément du suicide, mais de grandes questions, le sens de la vie, la mort,
qu'est-ce que le bonheur, à quoi on aspire. Enfin, en touchant quand même ces grandes questions de fond, je crois qu'on aborde quand même chez les jeunes justement des choses qui sont très profondes, et puis on peut quand même aussi accompagner et aussi pouvoir voir peut-être les jeunes qui sont plus en décalage par rapport à ça, qui sont plus repérer ceux qui en souffrent. Tout ce qui contribue à donner du sens à la vie, tout ce qui est aussi de l'ordre de l'accompagnement des enfants et des adolescents, précisément dans la période un peu critique, pour les aider à vivre à fond, je dirais, les valeurs de l'amitié, de l'espérance, du projet de vie, tout cela va contribuer à rendre un suicide improbable. Mais en plus, je crois aussi que il faut aborder aussi de front ce problème. Alors c'est un peu difficile peut-être d'avoir une occasion au fond de l'aborder, mais en plus des malheureux suicides qui se produisent et qui sont une occasion précisément de briser les tabous et d'en parler, il y a aussi quand on travaille avec des adolescents ou de grands enfants, tout ce qui touche au mal-être, à la difficulté, notamment, ou à la mauvaise estime de soi, à la peur de l'avenir, à la peur de ne pas être aimé, de ne pas être assez beau, ou que sais-je, ces problèmes arrivent. Non pas directement dans un contexte de désespoir et de suicide, mais quand même dans un contexte qui permet déjà de les élaborer, d'en faire quelque chose. On n'arrive pas justement avec des idées déjà toutes construites sur la mort. On partage ce mystère. Je crois que accompagner les jeunes pour un agent de pastoral ou un aumônier, c'est cette chance de partager le mystère et de lui donner du sens, même quand il n'en a pas en apparence, hein, de creuser les choses qui ont été vécues, tisser les expériences qui se sont vécues. Et on y trouve toujours beaucoup de sens, fort heureusement. En misant aussi, encore une fois, pas seulement sur le discours de l'adulte, mais sur la capacité de l'adulte à faire surgir du cœur et de l'esprit des adolescents eux-mêmes les remèdes existentiels qui sont en eux. Au fond, ils sont meilleurs thérapeutes les uns pour les autres que nous, souvent, hein. Mais ils ont besoin de nous, besoin de l'adulte, attentif, écoutant, stimulant, pour aussi donner le meilleur d'eux-mêmes dans ces problèmes existentiels qui sont complexes. Être disponible, être là, être présent, que les jeunes puissent savoir que la présence, elle est là, et puis que s'il y a besoin d'un écoute ou quelque chose, nous on est là. On peut aussi relayer justement, hein, en tant que professionnel des jeunes, on a je disais avant, des numéros de téléphone, des sites internet de référence, Top Suicide, Ciao, Pro-Juventute, pour pouvoir être cette personne relais. Je crois qu'on travaille beaucoup comme ça dans les milieux de la jeunesse, que ce soit dans la médiation scolaire, dans les milieux des institutions, de pouvoir renvoyer aux bonnes personnes. Et aussi, hein, je crois qu'il faut aussi être conscient de ses propres limites et se dire, là il y a besoin peut-être dans des cas particuliers d'accompagnement plus précis, psychologique, tout ça, et ça c'est plus notre travail. Mais déjà de pouvoir être cette personne relais, cette personne qui peut accueillir un premier écoute pour permettre à d'autres ensuite de mieux faire leur travail. Oui. 3 décès en 9 mois. 9 mois, c'est quand même le temps d'une grossesse. 3 décès d'affilée et 3 décès volontaires. Hein. Donc on parle vraiment d'actes suicidaires. On peut difficilement ne pas être interpellé par ce phénomène lorsqu'on vit justement dans des institutions et des établissements scolaires qu'on suppose un peu protégés de ce fléau-là, qu'on imagine quand même que dans une école professionnelle, voire une école supérieure, dans un gymnase, on a des profils de jeunes qui ont des objectifs précis, qui savent où ils s'en vont, qui ont une espèce de sens un peu, qui ont construit un peu du sens dans leur vie. Mais non, c'est souvent là qu'on vit des choses assez abruptes et des choses assez rapides qu'on n'a pas vu venir nécessairement. Si on choisit d'accompagner des jeunes, il faut être prêt à ce genre d'événements et
il faut savoir que ça va, que ça peut, que ça va arriver tôt ou tard. Quand on travaille avec la crise, et en particulier la crise suicidaire, il ne faut jamais rester seul. Qui qu'on soit d'ailleurs, c'est la même chose pour un thérapeute, psychologue, médecin, psychiatre, ou même un interniste dans son cabinet, ou même un assistant social, un travailleur social de rue, ou une assistante sociale dans une école ou un infirmier. Donc toutes ces personnes, quand on se trouve face à un jeune qui tient des propos suicidaires ou qui témoigne d'un risque suicidaire, il est essentiel de tout de suite se mettre en lien pour penser. C'est-à-dire que le risque, quand on est face à un phénomène de ce type-là, c'est qu'on soit pris dans quelque chose de l'ordre d'une collusion. C'est-à-dire que la personne en souffrance nous amène dans un retranchement et dans une communication comme ça si intense qu'on peut en perdre les références à ce qu'on appelle nous le tiers, c'est-à-dire à la distance réflexive qu'il est nécessaire d'avoir pour évaluer l'urgence. La première chose, c'est une condition que doit remplir cette personne, c'est d'être elle-même à l'aise avec sa propre vie. Et donc de ne pas être encombrée elle-même avec un doute sur la bonté de la vie, sur le suicide, etc. Être très libre par rapport à cela, c'est la condition pour pouvoir entendre les émotions peut-être différentes d'autres personnes. Les entendre sans être détruits, sans être submergés. Par exemple, des jeunes qui exprimeraient à la suite d'un suicide d'un camarade un immense chagrin, un immense désespoir, une immense incompréhension, de la révolte, ou que sais-je. Des jeunes qui sentiraient se réveiller en eux-mêmes à cette occasion un mal de vivre. Il faut que l'adulte soit capable de ne pas, se mettre en alliance avec ces émotions-là. Il doit pouvoir les garder à distance tout en les comprenant, en les entendant. Donc ça c'est la première condition. Sinon il vaut mieux qu'il renonce. Donc ça montre l'importance d'être un peu préparé. Quelqu'un qui a un rôle d'aumônier de jeunes, ou d'aumônier dans un hôpital, une maison d'éducation, que sais-je, doit se préparer à ces éventualités-là. On a sûrement besoin de vis-à-vis pour échanger, parfois entre nous, certains on se connaît déjà, on connaît peut-être le jeune aussi avec qui on a vécu des moments et qui est parti. C'est chouette d'aller voir aussi ses profs, des gens qui ont été proches de lui, etc. On a besoin d'autres adultes qui nous réconfortent dans ce qu'on fait aussi et qui disent bah oui, ça a du sens. Constituer un réseau, c'est aussi un réseau de liens pour essayer de coélaborer ensemble ces situations. Nous avons aussi le projet dans les réflexions que nous menons autour du réseau de proposer des espaces de formation entre professionnels, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de construire ensemble un vocabulaire commun, une lecture des signes de risque commune pour pouvoir réagir de manière la plus rapide possible et la plus appropriée possible. Je n'ai pas demandé à naître, je n'ai pas choisi de vivre. La vie, parfois, je la ressens comme un immense cadeau, mais parfois j'ai l'impression que c'est un fardeau, et que ce fardeau m'a été imposé. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de tout cela? Et je prends l'image des épousailles, des fiançailles, un garçon et une fille qui se connaissent, etc. Si un jour ils font le pari conjugal, disons, c'est un pari sur l'avenir. Mais s'ils ne le font pas, donc ce pari de confiance, on fera tout pour être fidèles, pour nous aimer. Et on ne va pas considérer les difficultés comme étant des preuves qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, mais au contraire, comme des occasions peut-être d'accéder à un amour plus grand. Bien, faisons ça d'abord avec sa propre vie. Je fais un pacte avec ma vie. Alors il y a différentes manières de le faire. Choisir un moment où on n'est pas au fond du trou, bien sûr, mais où quand même on a perçu que vivre n'est pas évident. Et puis, ça peut être dans un moment solitaire, de méditation, on peut même écrire ce pacte avec sa vie, on peut le vivre ensemble, on peut le vivre dans la prière. Voilà, aujourd'hui, ma vie, je t'épouse. Désormais, pour nous, pour toi et moi, c'est à la vie, à la mort.